Bienvenue sur DataMind. Dans cette vidéo, nous allons traiter le concept fondamentaux de la programmation orientée objet en Java. Nous commencerons premièrement sur les fonctions, puis nous verrons les classes ainsi que les objets et nous verrons également à la fin de la vidéo les modificateurs d'accès. Donc, que vous soyez débutant ou bien un programmeur déjà expérimenté, il est très important de comprendre ces concepts et de les utiliser pour écrire un code de qualité. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter ces concepts avec beaucoup de détails et vous donner des exemples pour mieux les comprendre. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et vous aidera à développer, à améliorer plutôt vos compétences en programmation orientée objet en Java et à mieux comprendre les principes de la programmation orientée objet surtout. Les fonctions, également appelées des méthodes en Java, sont un élément clé de la programmation en Java. Elles permettent d'organiser et de réutiliser le code et de rendre le code plus facile à comprendre et de le rendre plus modulaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases des fonctions en Java, y compris leur syntaxe, comment elles fonctionnent et comment les utiliser dans vos programmes. Okay. Donc voici ici la syntaxe d'une fonction en Java. Vous avez ici l'access modifier ou bien modificateur d'accès. Vous avez une clause statique ici, un modificateur statique et final ici, que nous verrons ça. Vous avez un type de retour de la fonction. Le type, ça peut être un type primitif ou bien un objet, que nous avons vu les types primitifs dans la vidéo précédente. Vous avez le nom de la fonction ici et une liste de paramètres. Et à l'intérieur de la fonction, vous avez le code qui sera exécuté dans la fonction, quand la fonction sera appelée. Et vous avez ici le return, ici, qui renvoie une valeur de retour de la fonction. Donc, quand la fonction sera appelée, ce qui sera retourné, c'est ce qui sera mis ici dans return value, ici. Donc, nous verrons également qu'une fonction peut ne pas avoir une clause return ici quand le type qui est utilisé, le type de retour, bien return type, est void. Ok, donc ici, l'access modifier ou bien access specifier est l'un des mots-clés clés, ça peut être public, private ou protected, qui indique le niveau d'accès à la fonction. Nous verrons notamment ces modificateurs d'accès à la fin de cette vidéo. Mais ici, on retient juste que le modificateur d'accès ici est l'un, pour le moment, est l'un des mots-clés public, private et protected, qui indique le niveau d'accès de la fonction. Vous avez également le statique ici, qui est un modificateur de méthode qui indique que la méthode appartient à la classe plutôt qu'à une instance spécifique de la classe. Vous avez ici le final ici, qui est un modificateur qui indique que la méthode ne peut pas être remplacée par des sous-classes. Nous verrons quand nous parlerons quand nous serons sur le mécanisme d'héritage après. Okay. Vous avez également ici le return type ici qui est le type de valeur que la fonction renvoie. Si la fonction ne renvoie rien, le type de retour est tout simplement void. Vous avez également le function name qui est le nom de la fonction. Vous avez ici le paramètre list ici qui est une liste de paramètres que la fonction utilise pour effectuer sa tâche. Okay. Et le code to be executed est le code que la fonction va exécuter quand elle sera appelée. Return value est la valeur que la fonction va renvoyer, tout simplement. Okay. Et ici, toute cette partie-là, commençant de access modifier jusqu'au paramètre list ici, avant les accolades, c'est ce qu'on appelle le prototype d'une fonction. Okay. Nous verrons quand nous allons attaquer les interfaces, on verra que dans une interface, on va définir tout simplement le prototype de la fonction et le prototype sera tout simplement comme ça. Par contre, pour une interface, le modificateur d'accès sera toujours public. Et le champ, ça sera public et statique en même temps. On n'aura pas besoin de les spécifier de façon explicite. Okay. Donc voici un exemple de création d'une fonction. Okay. Une fonction multiply ici qui prend un entier, qui prend un x, un entier x et un entier y et qui
calcule juste le produit de x et y et renvoie le résultat. Donc cette fonction est définie avec l'accès modifier ou le modificateur d'accès public ici, ce qui signifie qu'elle peut être appelée de n'importe où dans votre code. La fonction est également définie avec le mot-clé statique, ce qui signifie que vous pouvez l'appeler sans créer une instance de la classe dans laquelle elle est définie. Et la fonction s'appelle multiply et prend deux arguments x et y de type int. La fonction multiplie plutôt ces deux nombres ensemble pour obtenir le résultat qui est stocké dans la variable result ici. Et enfin, la fonction renvoie la valeur de result, tout simplement. Vous pouvez appeler cette fonction dans votre code comme ceci, ici. Okay. En int, par exemple, ici on a vu que la fonction renvoie un entier, product, qui est le produit, qui est une variable produit, qui sera tout simplement ici égal à multiply 3 et 4 ici, qui doit renvoyer 12, tout simplement. Donc ici, la fonction, cela plutôt appelle la fonction multiply avec les arguments 3 et 4. Okay. Donc ici, quand on appelle la fonction, on parle d'argument ici, ce qui renvoie la valeur 12. Et cette valeur est stockée dans la variable product. Donc, juste pour conclure sur les fonctions sont un élément clé de la programmation en Java. Elles permettent d'organiser et de réutiliser du code, de rendre le code plus facile à comprendre et de le rendre plus modulaire. Et en utilisant les concepts de base que nous avons couvert ici, vous pouvez créer des fonctions pour effectuer des tâches spécifiques dans vos programmes. Ok, donc les classes sont un concept clé de la programmation orientée objet en Java. Une classe est essentiellement un modèle pour la création d'objets qui sont des instances des classes. Donc un objet est juste une instance d'une classe. Les objets sont des entités qui ont des attributs et des méthodes qui leur sont propres. Et pour déclarer une classe en Java, vous utilisez juste le mot-clé classe suivi du nom de la classe, suivi d'accolade pour délimiter le corps de la classe. Comme vous voyez dans cet exemple ici. Notez juste ici que le mot-clé public, ici, c'est juste un modificateur d'accès, mais ce n'est pas un mot qui est très important ici. Donc les mots les plus importants plutôt ici sont les classes et personne pour la déclaration d'une classe. Nous verrons l'importance des modificateurs d'accès à la fin de cette vidéo. Ou bien tout simplement très loin dans cette vidéo ici. Donc ici, nous avons déclaré une classe personne ici en utilisant le mot-clé classe ici et le mot-clé public. On va utiliser le modificateur public classe personne pour définir la classe personne. Et on a ouvert ici les accolades pour les attributs et les méthodes de la classe, tout simplement. Donc nous avons ici une seule méthode, c'est hello qui affiche hello my name is plus le nom et l'âge, tout simplement. Et nous avons les attributs de la classe qui sont ici name et âge. Ok, et les attributs de la classe sont des variables qui stockent les données qui caractérisent un objet de cette classe. Ils sont déclarés à l'intérieur de la classe, mais en dehors de toutes les méthodes. Et les attributs peuvent être publics ou privés, comme vous voyez ici, ce qui signifie qu'ils peuvent être accessibles à partir de n'importe où dans le programme quand ils sont déclarés publics, ou ils peuvent être accessibles seulement à l'intérieur de la classe s'ils sont déclarés ici privés, tout simplement. Comme vous voyez ici, nous avons déclaré une classe, personne ici, qui a comme attribut public name et âge. Et nous avons également ici d'autres attributs privés qui sont adresse et phone number. Ça signifie ici que les attributs name et âge peuvent être accessibles n'importe où dans votre code, et les attributs privés ici, adresse et phone number, sont accessibles seulement dans la classe, dans le fichier où on a défini cette classe, tout simplement. Okay. Et notez également ici qu'une classe, pour définir une classe, on crée un fichier nommé personne.java
pour déclarer cette classe. Donc si on a un autre fichier dans le même projet où on a créé une autre classe, on ne peut pas accéder aux attributs de la classe qui sont privés en dehors de cette classe-là, du fichier qui définit cette classe. Par contre, si on définit des attributs publics, on peut les accéder n'importe où dans les autres fichiers classes. Okay. Après ça, nous avons aussi les méthodes. Okay. Les méthodes de la classe sont des fonctions qui peuvent être appelées pour effectuer des actions spécifiques sur un objet de cette classe. Et les méthodes peuvent être publiques ou privées comme avec les attributs, ce qui signifie qu'elles peuvent être accessibles à partir de n'importe où dans le programme ou seulement à l'intérieur de la classe en fonction du modificateur d'accès utilisé ici. Okay. Une fois que vous avez créé votre classe, ajouter les attributs et les méthodes, vous pouvez cette fois-ci créer un objet pour cette classe-là. Et en programmation orientée objet, les objets sont des instances de la classe qui définissent la structure et le comportement des objets. Ces objets peuvent contenir des données ou des propriétés ou des fonctions qui permettent d'interagir avec des données, avec ces données plutôt. Et les objets sont des éléments centraux de la programmation orientée objet et sont utilisés pour modéliser des entités du monde réel. En Java, par exemple, les objets sont créés à partir de classes. Et une classe définit la structure et le comportement d'un objet en spécifiant les propriétés qu'il peut contenir et les méthodes qu'il peut exécuter. Et une fois qu'une classe a été définie, on peut créer des objets à partir de cette classe en utilisant l'opérateur new, comme vous voyez ici. Donc, dans cet exemple, la classe personne définit une entité qui a un nom et un âge, ainsi qu'une méthode sayHello qui affiche un message de salutation. Ensuite, on crée un objet file ici à partir de la classe personne en utilisant l'opérateur new. Et on initialise les propriétés name et âge de l'objet. Enfin, on appelle la méthode sayHello de l'objet file pour afficher un message de salutation ici. Okay. Donc les objets peuvent interagir les uns avec les autres en appelant des méthodes des autres objets ou en accédant à leurs propriétés. Cette interaction entre les objets permet de modéliser les relations entre les entités du monde réel et de construire des programmes plus complexes et plus modulaires. Okay. Donc, les objets sont des instances de classes qui contiennent des propriétés et des méthodes. Les classes définissent la structure et le comportement des objets et permettent de modéliser des entités du monde réel. Et les objets sont un élément central de la programmation orientée objet et sont utilisés pour construire des programmes modulaires et extensibles. Okay. Maintenant, nous allons parler un peu plus des modificateurs d'accès. Okay. Donc, en Java, les modificateurs d'accès sont des mots-clés qui définissent la portée d'un champ, d'une méthode ou bien d'une classe ou d'une interface. Les modificateurs d'accès définissent le niveau d'accessibilité des membres d'une classe ou d'une interface par les autres classes ou interfaces. Il y a quatre modificateurs d'accès principaux en Java. Vous avez le modificateur d'accès public, private, protected et default. Et le modificateur d'accès public, s'il est déclaré, les membres sont accessibles de partout, c'est-à-dire à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe. Si vous avez deux classes dans des fichiers séparés, vous avez un membre d'une classe, une méthode ou bien une méthode ou un attribut qui est déclaré public. Vous pouvez appeler cet attribut-là dans n'importe quelle autre classe qui se trouve dans votre projet. Nous verrons dans un exemple tout à l'heure. Vous avez aussi le modificateur private. Les membres ne sont accessibles que depuis la classe elle-même. Si vous déclarez une classe personne, par exemple, vous mettez à l'intérieur, vous déclarez un champ, une méthode ou bien un attribut qui est private, il ne sera accessible qu'à l'intérieur de cette
de cette classe, tout simplement. Vous avez également le protected. Les membres qui sont déclarés protected sont accessibles depuis la classe elle-même et les classes, les sous-classes de cette classe, ainsi que toutes les classes du package, du même package plutôt. Donc, si vous avez deux packages, les classes qui sont dans un package, si vous avez un modificateur, vous avez un membre de la classe, pour simplifier, qui est déclaré protected, ce membre-là ne sera accessible que dans le package où se trouve les classes, tout simplement. Ce que ça signifie qu'ils ont, ça intègre plutôt les propriétés ou bien les privilèges du private, plus les membres qui sont dans le même package. Vous avez également le modificateur d'accès qui est default, ou bien appelé également package private. C'est ça en fait. Donc les membres qui sont déclarés default, quand vous ne déclarez aucun modificateur d'accès, les membres sont accessibles depuis la classe elle-même et toutes les classes du même package, mais pas à l'extérieur de ce package. Donc il est important de comprendre l'utilisation appropriée de chaque modificateur d'accès pour maintenir l'encapsulation et la sécurité des données dans une application Java. Et l'utilisation des modificateurs d'accès appropriés peut également faciliter la réutilisation de code dans des projets futurs. Il faut aussi noter que les modificateurs d'accès peuvent s'appliquer à des champs, des méthodes, des classes ou des interfaces. Et la syntaxe pour appliquer un modificateur d'accès est la suivante. Vous avez le modificateur d'accès, le type de votre champ, puis le nom. Donc c'est toujours avant le type, puis le nom. Si vous avez une fonction par exemple, vous avez le modificateur d'accès avant, puis le type de retour de la fonction, puis le nom de la fonction. Si vous avez un attribut, modificateur d'accès, le type, puis le nom, c'est la même chose. Vous pouvez, même pour les attributs, les initialiser avec une valeur initiale et en utilisant également aussi un modificateur d'accès. Toujours même chose. Ici. Ok. Donc ici, le modificateur d'accès, dans ces deux syntaxes ici, est l'un des 4 modificateurs d'accès mentionnés ici. Ok. Private, public, private, protected ou bien default. Ici. Donc, et le type de données du membre et le nom du membre tout simplement et la valeur initiale du membre qui peut être optionnelle, etc. Maintenant, nous allons voir un exemple pour concrétiser tous ces concepts-là, les fonctions, les classes, les objets ainsi que les modificateurs d'accès. Donc, nous passons dans VS Code. Ok. Et donc ici, pour tester les classes, je vais créer ici une classe appelée personne. Ici, personne, c'est ça, dans le package sn.datamind. Et dans cette classe, je vais ajouter des attributs. Je vais ajouter un attribut qui est public, ici. Public, je vais l'appeler name. C'est une chaîne de caractères, donc c'est string name. Ok, je laisse comme ça. Et je crée aussi un attribut ici, private, que je vais l'appeler ici âge. C'est un entier qui est ici âge. Et je définis. Nous allons profiter également de... Je vais profiter ici de vous montrer une autre fonction qui est un peu particulière, qui est le constructeur. Donc le constructeur, ça, okay, je vais mettre le mot-clé public, qu'il soit public, et je vais ajouter tout simplement ici le nom de la classe. Ici c'est personne, et j'ouvre les accolades. Et je veux par exemple que dès que je veux créer une instance de la classe personne, je veux tout simplement que la personne saisisse déjà l'âge, ici par exemple, que j'ai mis en privé ici. Donc ça prend, je vais l'appeler new age, ici, et j'ouvre les accolades, comme ça pour le constructeur. À la différence avec, la différence plutôt
entre un constructeur et une fonction classique, c'est le type de retour. Un constructeur n'a pas un type de retour. Donc ici, je veux que dès que vous créez une instance, dès que j'ai créé une instance de la classe, je veux que je saisis déjà l'âge. Et je fais tout simplement ici, âge égale à new age. Okay. Ce que j'ai ici. Donc ça signifie que dès que je crée une instance de la classe, je suis obligé de spécifier l'âge et l'âge sera stocké dans la variable âge qui est ici. Je vais ajouter encore une méthode ici qui s'appelle sayHello par exemple. C'est une méthode qui est void, de type void, il ne renvoie rien plutôt, et je vais l'appeler hello, la méthode, et je vais, la méthode ne prend rien, ici, ça va tout simplement afficher, si je vais sout, ok, et ça m'affiche tout simplement hello, ici, my name is, par exemple, ici. Je spécifie ici le nom qui sera donné, plus, ok, l'âge, my name is, je laisse un espace, plus ici, and I am, je mets ça, I am, je spécifie ici l'âge, ici, ajouter le years old si je veux ou pas. Ok, je laisse ça. Ici, pour créer une instance de cette classe, là vous avez ici l'attribut name et public. Pourquoi je l'ai laissé de façon exprès? Et si je formate ici, que ce soit bien organisé, et ce que je ferme ça. Et je vais, par exemple, ici, j'ouvre ça, je viens dans la classe app. Vous voyez, la classe app ici se trouve à l'intérieur du package SN, ici, .datamine. Je vois la classe app ici, hello world, ça s'est passé. Je vais enlever également ça. Et dans cette classe, pour créer une instance de cette classe là-bas, il suffit de mettre le mot-clé. Je crée plutôt un objet de la classe. Donc je fais ici personne, c'est la classe. Ok, je vais l'appeler P, pas, ou bien je donne un nom qui est par exemple ici, Ali, qui est égal à new. Donc le fait d'utiliser le mot-clé new ici, ok, ça signifie que je crée une instance de la classe. Et l'instance là sera créée, ajoutée stockée dans cet objet là. Donc là, Ali, c'est un objet de la classe. Et le new person, c'est une instance de la classe. Je ferme ça. Et je donne ici comme âge 10. Par exemple. Le new age, c'est affiché ici parce que VS Code, c'est tout simplement que dans la classe, j'ai défini un champ new age ici. Donc c'est VS Code qui le suggère tout simplement ici, qui l'affiche ici. Moi, c'est la valeur que je passe, c'est ça. Ok. Et là, je peux par exemple, si je fais Ali. Tu vois, j'ai seulement le nom ici, mais je ne vais pas faire par exemple Ali.âge, puisque la variable âge qui est ici est tout simplement privée. Okay. Donc là, puisque la variable Ali est privée, la variable âge plutôt est privée, je ne peux pas l'accéder à l'extérieur de cette classe. C'est seulement à l'intérieur de la classe ici, comme ce que vous voyez ici par exemple. Donc là, quand je suis dans app, je ne peux pas accéder à la variable âge, tout simplement. Par contre, la variable name, je l'ai laissée ici en public, je peux bien l'accéder depuis ici. Donc là, je mets name et c'est bien suggéré. Et je peux par exemple attribuer un nom. Et je peux donner par exemple ici Ali, tout simplement. Comme ça. Et là, je peux la méthode hello est public. Donc je peux l'accéder depuis ici. Je viens ici. Je vais faire par exemple Ali.hello. Ici, donc si j'appelle cette fonction ici,
ce qui sera exécuté, c'est le corps de la fonction qui est ici. Okay. Je viens dans app et j'écris sur exécuter. Et il m'affiche ici, hello, my name is, and I am, l'âge que j'ai spécifié tout simplement ici. Okay. Je ferme ça. Par contre, cette fois-ci, je vais pour la méthode. Si vous avez des champs qui sont privés dans votre classe, pour modifier les valeurs des champs là, il y a des propriétés qui s'appellent des setters et des getters. Par exemple, ici, okay, je peux, pour pouvoir modifier la variable privée ici, âge, qui est à l'extérieur, à l'intérieur, qui est définie privée, la variable privée ici plutôt, je vais créer une méthode qui s'appelle setters pour la variable âge ici, et je veux que ces setters soient tout simplement public. Comme ça, je peux modifier la valeur de l'âge de n'importe quelle classe qui se trouve dans mon projet. Donc je vais ici, c'est void, okay, set. J'utilise le mot-clé set, c'est la convention, et j'utilise la variable, je précise la variable que je veux modifier la valeur. Ici, c'est âge. Je respecte plutôt la convention camel case. Et je fais la lettre A en majuscule, tout simplement ici. Et je donne, la méthode prend un entier, l'âge. Et qu'est-ce qu'il fait? Okay. Il fait tout simplement ici que l'âge, pour différencier, vous voyez, le paramètre âge ici, à la variable âge ici, je fais ceci. This, j'utilise le mot-clé this. Si je fais this, le mot-clé this fait référence aux membres de la classe. Par exemple, moi j'ai une classe personne ici. Le mot-clé this fait membre, peut faire plutôt référence à la variable name ou bien, c'est pas hello, etc. Et moi j'ai le champ age ici. Ça fait référence à l'âge, pas le paramètre âge qui sera passé ici, mais l'âge qui est l'attribut ici. Donc âge, ça va être égal à la variable âge qui est ici, local à la fonction. Donc ici, la variable paramètre âge ici est une variable qui est locale, qui est passée en paramètre de la fonction ici, et la variable âge qui est la variable de cette classe qui est ici. Une variable d'instance, tout simplement. Donc cette variable, pour différencier avec la variable qui est ici, puisque j'ai donné ici le même nom, je mets le mot-clé this. Ce qui fait que la valeur qui sera passée ici sera stockée dans la variable âge qui est ici. Donc c'est le setter. Je peux également aussi ajouter un get qui me permet de récupérer la valeur de l'âge. Donc même chose, je veux que ce soit public et l'âge est un entier. Donc c'est int. Et je vais utiliser le mot-clé get cette fois-ci et je mets âge. En respectant toujours le camel case, la convention camel case. Et ça ne prend aucun paramètre. Ok. Et je retourne tout simplement ici l'âge. C'est comme ça. Donc le champ ici qui est public, j'ai pas besoin d'utiliser un getter ou bien un setter. J'ai juste besoin d'utiliser le get et le set pour les attributs qui sont privés. Donc je laisse ça comme ça dans ma classe app ici. Je ne pouvais pas accéder à la variable âge. Je peux ici, par exemple, ici, faire ali.set âge, donner une variable ici, 23, par exemple, ici. Et si je fais cette fois-ci, le point hello, encore, la fonction est ici, et que je réexécute, j'ai premièrement, et j'ai l'autre valeur qui est ici. Donc je pouvais aussi, l'objectif de getter, je peux par exemple faire un sout ici, et afficher tout simplement l'âge. Afficher ici par exemple, get age, et afficher ici l'âge. Clique ici sur run, et j'ai l'âge qui est affiché ici. Donc c'est comme ça.
Par exemple, ici je vais pour la méthode hello ici, je vais la déclarer cette méthode comme étant protected. Par exemple, je vais ici ajouter également un autre package. Dans le package, ici sn.datamind, ou bien dans Java ici, c'est le même package ici, je vais ajouter un sous-package qui est ici. Je vais l'appeler test. Appeler test, le package, et je mets une classe dans ce package là. Je vais créer une classe test modificateur. Comme ça. Donc le modificateur se trouve dans le package test ici. Donc j'ai un package sn.datamind, j'ai un autre package ici, je ferme ça, un autre package sn.datamind.test où nous avons la classe modificateur qui est ici. Je vais ajouter le main. Okay. Donc le fait que la classe ici qui est dans le package datamind soit public, déjà je peux créer une instance de la classe depuis l'autre classe qui se trouve dans le package test ici. Donc je peux créer personne ici. Oh, est-ce que j'ai personne ici, par exemple file est égal à new person et donne par exemple 35 ans. Vous voyez que là j'ai aucune erreur qui est ici. Je peux très bien faire ça. Par contre, si je vais dans la classe personne, au lieu de mettre ici public class, je le mets ici, par exemple private. Si je mets private, déjà j'ai des erreurs, parce que la classe ne peut pas être définie comme étant private dans un fichier. Par contre, je pouvais créer une classe interne et le nommer private. Je vais laisser ici protected. Plutôt, même ça, c'est pas possible d'ajouter le protected. Comme ça, je fais référence à la classe. Même si je viens ici déjà, je fais une importation ici de la classe, c'est pas possible. Donc c'est ça. Pour la classe qui est ici, il faut toujours spécifier le mot-clé public. Par contre, je vais ici, je mets le public. Je pouvais créer une classe interne à cette classe-là et faire que cette classe-là soit public. Je vais faire private plutôt. Private. Ok. Classe. Je vais l'appeler ici. A, juste ici pour aller un peu plus vite. Et je peux bien créer une classe private dans une classe. Mais si j'ai un fichier que j'ai nommé, par exemple ici personne.java, je peux seulement utiliser le mot-clé public pour cette classe-là. Ici. Donc je reviens. Ce que nous voulions faire, je crée une instance de la classe. Actuellement, si je fais file, point, j'ai le name qui est là. Si j'appelle la méthode, je vais par exemple ici, point inset le name, je vais changer le nom par exemple, et je vais l'appeler égal à file. Ici. Et si je viens ici, là je suis dans le package test, je fais le nom de l'objet, file.hello, et j'exécute. Ici, et j'ai bien ici le résultat. Par contre, si je viens dans ma classe ici, je vais changer ici la méthode en protected. Donc, dès que je mets ici la méthode protected, déjà, je ne peux plus accéder à la méthode dans ce package. Ici. C'est ça. OK. C'est bon. Donc, pour pouvoir accéder à ça, il faut que la classe soit ici. La méthode plutôt soit public. Je vais, c'était dans personne. Je vais laisser public. Ici. Et je peux exécuter rapidement. Je vais laisser par exemple ici la méthode ici default. Si je laisse l'opérateur default, vous voyez, j'ai aussi une erreur. Je ne peux pas accéder
à cette méthode-là. Par contre, je pouvais bien l'accéder dans la classe app, ici, parce qu'on est dans le même package. Ok. Donc, là, je pense qu'on a couvert toutes les notions qu'on a vues dans cette vidéo. Ok. Donc, une classe, ça contient des attributs. Je mets ici des attributs qui peuvent être privés ou bien publics. Ça peut contenir des méthodes ici, et les membres de la classe peuvent être, c'est ce qu'on vient de dire là. Donc, c'est tout pour cette vidéo.